Not so long ago, human beings lived in perfect harmony with nature. They would only take what they needed to live, even if Mother Nature was sometimes unkind. This could have lasted forever, but our civilization came, and almost all those populations have now disappeared. Desertification, genocide, assimilation, exile threaten those who are a vital part of mankind's collective memory. We have much to learn from them. Our own survival may well depend upon it. They are willing to teach us, but time is running short, for they are endangered civilizations. L'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde. On y parle une dizaine de langues différentes et plus de 150 dialectes. Les Indonésiens sont censés faire partie d'un même pays. En vérité, d'innombrables minorités ethniques s'accrochent à leurs traditions ancestrales. L'une d'entre elles a trouvé refuge au centre de Sulawesi. Ce sont les Toraja. Les Toraja pratiquent toujours le culte de leurs ancêtres. Leurs effigies dominent les villages. Les morts au balcon régissent cette région depuis des siècles. Le culte des morts est inséparable du culte du buffle, qui tient une part exceptionnelle dans la vie du pays. Les funérailles Toraja résument en quelques heures tout un mode de vie. Les Toraja veulent lui rester fidèles, quoi qu'il puisse leur en coûter. Des fortunes changent de main au cours d'un Mabadong, car il faut savoir donner pour recevoir en pays Toraja. Les anciens chasseurs de têtes se regroupent aujourd'hui pour célébrer la mort, pour laisser entrer ceux qui pleurent. L'histoire presque incroyable que nous allons vous raconter est vraie. Andy est le petit-fils d'une famille de haut rang. Pour maintenir le prestige du clan, il va être dépensé l'équivalent de 4 millions de francs. À 800 km au nord de Bali, la terre des Toraja s'étend comme un gigantesque monstre minéral. Les mamelons calcaires donnent l'impression de tendre vers le paradis des ancêtres. Au rythme de la mousson, les cours d'eau se relaient dans un système d'irrigation sophistiqué. Le mariage de l'eau et de la terre est célébré dans la rizière. Depuis des siècles, 2 récoltes par an n'épuisent pas cette terre grasse et prodigieusement fertile. Les paysans sont attachés à cette terre généreuse. Mais le travail dans la rizière est épuisant. Ils cultivent des champs qui ne leur appartiennent pas. Ils sont la propriété de nobles qui possèdent 80% des terres et un peu les hommes qui s'y rattachent. Chaque village Toraja est construit sur un schéma identique. D'un côté, les greniers à riz, de l'autre, la maison traditionnelle, le tongkonan. Le fronton se part d'innombrables cornes de buffle. Ce sont des signes extérieurs de richesse. Au premier coup d'œil, les maisons Toraja affichent sur leur façade une obsession pour le pouvoir et le prestige. Les façades ornées de motifs géométriques précis sont la marque des vertus du clan. Plus haute est la caste, plus la maison se pare, plus le propriétaire est puissant. Le tongkonan symbolise l'existence de la famille. Il en existe un petit nombre qui sont régulièrement rebâtis.
Le Tongkonan repose sur de solides pilotis isolés du sol par des pierres plates. Semblable aux cornes d'un buffle ou à la coque d'un bateau, le toit s'élance vers le ciel comme un immense axe concave. Le fer est banni. Les ouvriers travaillent sans aucun plan. Ici domine le règne végétal. Nipal, bambou, liane et rotin arriment les différents éléments. Pour assurer l'étanchéité, la charpente soutient sur une vingtaine d'épaisseurs un extraordinaire assemblage de tuiles de bambou. L'intérieur de la maison est incroyablement exigu par rapport à sa taille. La famille n'y regroupe que le strict minimum. La plateforme rectangulaire est divisée en 3 pièces contiguës. La première est la chambre des parents. Au milieu, celle des enfants. La troisième abrite la cuisine. La ventilation est assurée par de minuscules fenêtres ajourées. L'escalier débouche directement dans la pièce où se trouve le foyer. Pour mieux comprendre les formes et les rites des Toraja, il faut remonter de 5000 ans, lorsque les premiers immigrés sont venus par la mer se réfugier dans des grottes à proximité de la côte. Ils étaient des chasseurs primitifs, vivant le plus souvent reclus. De ces hommes, il nous reste des empreintes de mains, des dessins de cochons, mais aucune référence au buffle. Au XIe siècle arrive une autre colonie de Toraja qui apporte un grand changement dans les rites funéraires. Jadis abandonnés au fond des grottes, les morts sont dorénavant placés avec leurs bijoux dans des cercueils dont la forme rappelle celle de leur bateau. À cause des pillards, les cercueils sont tissés dans des sites quasiment inaccessibles. Des statues de bois sont nichées dans la roche. Les morts au balcon veillent sur chaque village. La religion de l'Aluk Todolo, cousine lointaine de l'hindouisme, fondée sur l'oligarchie, est née avec ces hommes. Vers le XVIIe siècle, les Toraja sont repoussés vers l'intérieur de Sulawesi par de terribles marins musulmans, les Bugis. Ils commencent alors à creuser leurs tombeaux dans la montagne, à même le roc. Ces caveaux taillés dans la falaise à des dizaines de mètres de hauteur ne sont accessibles que par de longues échelles de bambou. Encore aujourd'hui, il faut à peu près 6 mois à 2 artisans pour creuser un caveau au burin. Le premier missionnaire européen débarqua en 1913. Les Toraja hésitèrent entre leur attachement à l'Aluk Todolo et cette nouvelle religion. Sans renoncer à leur système de clans et de castes, les chefs se convertissent et le christianisme se propagea rapidement, aidé par la construction d'églises, d'écoles et d'hôpitaux. Seul l'islam a peine à pénétrer dans le pays. L'une des raisons tient au sacrifice de la chèvre, considéré comme tabou par les Toraja, car son nom, Ambé, signifie le père dans leur langue. Les Toraja n'apprécient pas non plus le fanatisme de leurs voisins, les Bugis, et surtout, leur nourriture de base est le cochon.
La chrétienté n'a pourtant pas pu lutter contre les pratiques ancestrales et les vieilles croyances. Lorsqu'un Toraja tombe malade, il pense qu'un esprit ou un sorcier lui a jeté un sort. Pour chasser les démons, il fait appel à la magie. Le guérisseur, le dukun, est toujours issu des basses couches de la société. Ses mains et son magnétisme contrôlent les forces maléfiques pour extraire le mal du corps de la malade. Le dukun est consulté pour sa connaissance des forces qui guérissent le corps. Après le sacrifice d'un poulet, dont les entrailles révèlent la nature du mal, 2 officiants préparent le repas sous la protection des amulettes. Le repas consommé par le malade et ses proches chasse le mal et l'immunisera contre les agressions futures. Riz, morceaux de poulet enrobés dans des feuilles de bananier, sont cuits à l'étouffer dans des bambous. Pour sortir les premières gerbes de riz, le dukun doit pénétrer le premier dans le grenier à riz. Il doit offrir aux esprits de la rizière les cadeaux qu'ils méritent. S'il oublie ce détail, le paysan risque gros à sa prochaine récolte. La nature et les éléments naturels font partie intégrante de la vie quotidienne des Toraja. Ils savent tirer la quintessence de ce qui les entoure. Le palmier n'échappe pas à la règle. Cet homme grimpe à son échelle pour recueillir la boisson favorite des Toraja, le tuak, le vin de palme. Le liquide est recueilli goutte à goutte par la branche coupée d'un palmier hindouk et s'écoule lentement dans un récipient de bambou. La branche est régulièrement recoupée pour éviter la cicatrisation. D'autres branches sont préparées à donner leur sève, en tapant énergiquement sur le tronc ou en les tordant sur elles-mêmes pour faire monter le nectar. Le matin, mélangé avec des épices, le tuak a ce petit goût acidulé de cidre brut. Mais quelques heures plus tard, il devient alcool. Il vaut mieux se méfier du tuak les jours de grandes cérémonies. Le marché draine une population venue de tout le pays. Le commerce n'est pas développé en dehors de la capitale, Rantepao. Mis à part les fermiers qui viennent personnellement au marché pour vendre ou échanger leur production, le négoce est entre les mains d'une centaine de gros commerçants qui exportent la quasi-totalité des produits. La conquête économique du pays Toraja a déjà commencé. Jusqu'au début du siècle, le troc régissait l'économie Toraja. Aujourd'hui encore, les échanges monétaires sont faibles. Mais le cacao, le rotin et surtout le café, exporté en totalité vers le Japon, modifient toutes les données. Le riz n'est plus la principale ressource de la région. Les bras manquent. Les jeunes se tournent vers la ville. Alors, à quoi bon posséder des rizières, si ce n'est pour le prestige et la tradition?
Ici, dans la région de Kété-Késsou, quelques familles nobles règnent sur une population de paysans et d'esclaves récemment affranchis par les Hollandais. Andy appartient à l'une de ces familles. Il a perdu ses parents dans un accident. C'est à lui que revient la charge d'assurer les funérailles de sa grand-mère. Cette semaine est importante pour moi. Je célèbre les funérailles de ma grand-mère. Elle est morte le 4 juillet l'année dernière. Et il faut attendre jusqu'à un an et demi pour réunir toute la famille. Elle appartenait à la caste plus haute. Elle doit avoir les funérailles qu'elle mérite. Lorsqu'une personne meurt en Pétoradia, elle n'est vraiment morte que le jour des funérailles. Avant, elle n'est que malade. Lorsque l'on dispose de peu d'argent, enterrer une grand-mère noble et riche est un défi impensable. Et pourtant, Andy doit l'assumer, pour respecter la coutume. Le coq est l'emblème de la virilité. Les combats de coqs sont officiellement interdits en Indonésie, car les parieurs y perdent des fortunes en quelques secondes. Pourtant, Andy a vendu la maison léguée par ses parents. Il a parié l'intégralité de la somme en une soirée. Et il a gagné. Gagné presque de quoi assurer sa part des funérailles. Depuis plus d'un an, Andy et sa famille assument les frais des préparatifs. Bambou, feuillage, madriers affluent dans l'attente de l'événement. Chaque corporation s'active pour construire un village temporaire à côté de Kété-Késsou. Car il faut accueillir les invités pendant toute la cérémonie. L'âme du mort doit voyager vers le paradis des ancêtres sur le dos de l'âme d'un buffle. Plus le mort est noble, plus le chemin est difficile. Donc, plus il faut lui donner des buffles. C'est une semaine très dure pour moi, parce que je dois tuer beaucoup de buffles, parce que ça correspond à notre prestige. Si la famille appartient à la caste supérieure, ils sont obligés de tuer au moins 24 buffles. Par exemple, si pour l'instant ils ne sont pas capables de faire fournir tout ça, de faire acheter des buffles, des cochons, ils sont obligés d'épargner le sou pendant 30 ou 40 ans. Tous les 10 jours se tient le marché aux bestiaux de Rantepao. Ce marché est réservé au commerce du buffle et des cochons qui sont les vedettes des funérailles. Sans eux, aucune cérémonie n'est possible. J'ai amené un buffle. Alors en 90, ça coûtait 400 000 rupiah. Aujourd'hui, c'est la funéraille de ma grand-mère paternelle. Lui, mon collègue qui a reçu le cadeau, il doit me rendre un buffle égal, pas que de quantité, mais aussi la qualité. Mais maintenant, à cause de l'inflation, ça monte, ça augmente. Ça reste plus 400 000, mais 800 000 rupiah. Alors, il est obligé de me rendre avec un buffle équivalent qu'il faut 800 000 rupiah aujourd'hui. Et voilà bien tout le problème. Un buffle ordinaire coûte 5 000 francs. Si les cornes sont longues et régulières, 10 000 francs. Un buffle albinos, 25 000 francs. Les préparatifs s'accélèrent. Les frais sont de plus en plus énormes. Et la famille doit assumer, encore et encore. On a fait des réunions familiales pour fixer toutes les répartitions d'héritage d'abord. Et ensuite, depuis le mois de juin, on a commencé à travailler pour faire la construction de maisons provisoires pour loger des invités pendant la funéraille. Au moins 700 villageois ouvriers qui travaillent tous les jours. Pour nourrir les 700 ouvriers, j'ai dépensé au moins 1,5 million pour acheter des cochons, le bœuf, de palme, cigarettes,
café, thé, et aussi pour acheter des matériaux comme bambou, les toits, etc. Le maître de forge confectionne l'instrument le plus important au quotidien, le mandao. Le mandao sert indifféremment à nettoyer un coin de jardin ou à découper finement une pousse de bambou. À l'époque des guerres contre leurs voisins Bugis, et lorsqu'un deuil survenait dans le clan, le mandao tranchait la tête de l'adversaire pour regagner l'âme perdue par la famille. Aujourd'hui, l'âme des buffles remplace l'âme des adversaires. Forgé, affûté, le mandao devient l'outil indispensable qui ne quittera plus son propriétaire. Les Torajas sont aussi vanniers et sculpteurs, sans aucun modèle bien entendu. Les formes et les astuces de fabrication se transmettent simplement de génération en génération. Le mot artiste n'existe même pas en langage Toraja. Le travail le plus prisé est la sculpture sur bois. Mais il convient de bien connaître les motifs traditionnels, une tâche dévolue à des spécialistes. À quelques heures du début des festivités, le village temporaire est quasiment prêt pour accueillir les invités. Andy lui-même est étonné de l'ampleur du résultat. Dans un coin du village, un groupe d'ouvriers s'affaire sur le cercueil et sur le palanquin qui porteront la défunte vers le lieu de célébration. Veillé comme un malade, le corps de la grand-mère est resté dans la maison. Le temps de réunir toute la famille et tout l'argent. Certains morts ont ainsi été veillés pendant plusieurs années. Depuis quelques semaines, Andy a commandé une statue à l'image de sa grand-mère. L'effigie doit être la plus ressemblante possible, car elle sera le témoin oculaire des rites effectués en son honneur. L'effigie est sortie de la maison, portée par 2 anciens esclaves, dont la charge est de la veiller jusqu'à la cérémonie. Le cercueil est recouvert d'un tissu rouge et doré à la feuille. L'or et le pourpre flattent le prestige des nobles. Pour conserver son rang au paradis, la grand-mère doit posséder beaucoup. Le coup de gong annonce le début du rituel qui commencera par le sacrifice d'un cochon. Sa mort est le support de toute la célébration. Le maître de cérémonie prépare un lit de feuilles de palme. Un premier buffle peut être offert à l'aïeul. Le sang est recueilli dans de longs réceptacles pour être mêlé à la viande et cuit dans un bambou. Alors que les premiers invités arrivent, la bête est dépecée. L'âme du buffle est offerte à l'âme du défunt. Libérée de sa longue maladie, elle peut quitter la vie terrestre pour entamer le long cheminement qui la mènera au Puya,
le paradis des Toraja. Ce repas est le premier d'une longue série. Les festivités vont durer près d'une semaine. La tante de Andy participe, elle aussi, aux frais de la cérémonie et donc au partage de l'héritage. C'était ma mère. C'était la représentante de la coutume et des traditions. Donc, nous devions de faire cette cérémonie. Et nous allons l'emmener aujourd'hui à son village, Kete Keso. Today, we will bring her to Rante, there in Kete. Andy sait qu'elle est plus riche que lui et que le partage ne se fera pas forcément à son avantage. Il a déjà risqué la maison de ses parents sur un combat de coq. Il faut encore de l'argent pour respecter le protocole. To you, the funerals is a little important or very important? Tout cela est très important pour elle et très important pour toute la famille. Le riz est un élément vital de la culture Toraja, tant au niveau nutritionnel que sur le plan de la tradition. Il est le symbole de la vie. Aimée, respectée, la rizière est presque une divinité. De la plantation à la récolte, on fait des sacrifices aux dieux, aux esprits et aux ancêtres, pour le faire croître et le protéger. Mais ces rizières sont aujourd'hui l'enjeu de la cérémonie. La grand-mère en possédait un grand nombre. La récolte de la famille de Andy sera engloutie en quelques heures par les invités, ce qui plongera le clan un peu plus dans les dettes. Alors, l'héritage de la grand-mère prend une autre dimension. Après avoir placé l'effigie de la défunte dans un palanquin, elle est parée de ses bijoux personnels et d'objets offerts. D'autres crises dorées représentant une petite fortune sont fixées au palanquin. Animistes depuis la nuit des temps, les Toraja font passer la tradition avant la religion. Mais le pasteur est invité à bénir la cérémonie. Comme ils sont amateurs de cochons, animal banni chez les musulmans, les Toraja optent le plus souvent pour la chrétienté. Andy et les siens sont devenus protestants. Malgré le prêche du pasteur, les chants liturgiques et le recueillement des fidèles, la dualité entre religion et tradition a choisi son camp. Le cercle de ceux qui pleurent s'est formé. Le Mabadong raconte la vie de la défunte en suivant le rythme de l'octosyllabe. Les invités rejoignent le cercle de la famille et des proches pour communier avec l'âme du mort.
Même si des pleureuses sont invitées à la cérémonie, il ne faut pas chercher la tristesse dans les yeux des amis ou des proches. Seule la mort fait d'un Toraja un demi-dieu. Toute sa vie, un Toraja tente à s'enrichir et acquiert des buffles et des rizières en prévision de ses funérailles. Il espère ainsi se retrouver parmi les ancêtres avec tous les signes de son rang. Le chant des morts illustre parfaitement l'incroyable cohésion existant entre les membres de la communauté. Laissez entrer dans le cercle des proches ceux qui pleurent le défunt. Puis vient l'heure du départ vers le centre du village où le rite va se dérouler pendant 5 jours. Le cercueil précède les membres de la famille réfugiés sous un long ruban rouge qui retient encore l'âme du mort. Sur la route, des centaines de proches, nobles et villageois, serviteurs et esclaves, viennent grossir le rang de l'interminable procession qui s'allonge à l'approche du Rante, le lieu de la cérémonie. Une cérémonie extraordinaire. 50 maisons temporaires ont été construites pour accueillir 4000 personnes pendant 5 jours. À l'entrée du village se tient un scribe. Cahier à la main, cet homme note avec précision tous les dons apportés par toutes les familles. Chaque fois qu'un présent arrive, les dettes de la famille s'aggravent un peu plus. Arrivés au centre du village, les hommes hissent le cercueil sous un préau, le lakian, spécialement placé pour que la défunte domine la cérémonie. Pour ce faire, les buffles doivent montrer leur force au combat. Il faut désigner le plus courageux. Alors s'organise au pied du village la présentation des combattants aux centaines d'invités impatients de voir l'affrontement. Lorsque l'un d'eux s'enfuit, c'est la foule qui se fond pour échapper à la bête paniquée et à ses coups de corne parfois mortels. Le buffle albinos le plus cher appartient à Andy. Il n'est pas favori, car il est très âgé. Mais Andy a relevé 2000 $ de pari. Comme s'il devinait la pensée du jeune homme, le vieux buffle résiste, plie, mais ne se retourne pas. La passion s'empare de la foule et les invités engagent de gros paris. Des centaines de francs changent de main en un clin d'œil. La lutte phénoménale se poursuit. 2 tonnes de muscles s'arc-boutent pour pousser l'adversaire à rompre le combat. Le vainqueur aura le privilège d'être le premier
a emporté l'âme du mort. Dans un dernier effort, le vieil albinos vrille sa corne dans la bouche de l'adversaire qui fuit vers la rizière. Andy a gagné. Gagné de quoi acheter plus de cochons pour les invités, qui sont maintenant en surnombre. Les jours passent à Ketekesu. Et le défilé des buffles continue. Marchandises religieuses, monnaie de sang, véhicule de l'âme des morts. Sans lui, elle chercherait éternellement le Puya. Le nombre de buffles est le premier signe d'une fête funéraire réussie. Andy va recevoir en cadeau une dizaine de buffles et plusieurs dizaines de cochons. Andy n'appartient pas encore à l'élite Toraja. Il voit défiler les cadeaux devant lui, comme on voit courir ses dettes. Le rituel est immuable. Précédé par le maître de cérémonie, chaque famille invitée se met en marche une fois qu'elle est au complet. Précédée par ses cadeaux, elle suit un chemin bien précis autour du village. Chacun prend sa place dans le cortège, selon son rang et la caste à laquelle il appartient. Démonstration de puissance ou signe d'amitié envers la famille. Toute la région se trouve engagée dans ce jeu subtil de cadeaux et de dons temporaires. Un jeu subtil, mais dangereux, qui tient en quelques mots. Maintenir son prestige. Donner pour recevoir. Garder l'héritage dans le clan. Mais à quel prix? La richesse et la profusion du décorum cachent toutefois la vérité. La région vit modestement. Ce système de dettes et d'obligations resserre les liens entre les familles, mais peut ruiner à jamais la famille qui reçoit, dépense et ne peut rembourser. Il suffit à un clan riche de donner beaucoup à une famille noble mais pauvre et d'exiger le retour du cadeau à la première occasion. Toute la tradition Toraja dépend aujourd'hui de cette menace en permanence. Les invités rentrent dans le bungalow central. Leurs serviteurs, porteurs des présents, les accompagnent jusqu'à l'endroit où la famille en deuil reçoit les condoléances. On offre des cigarettes aux hommes, des chics de Bethel aux femmes. Rien ne doit leur manquer pendant toute la cérémonie. Après avoir payé tribut à la défunte, les familles peuvent prendre place dans la maison qui leur est réservée
et vivre pendant une semaine aux frais de la famille. Attentives à la moindre demande, des dizaines de jeunes femmes circulent entre les maisons. Elles servent en permanence le café, le thé, le riz, le vin de palme. Chaque jour, 8000 repas sont servis. Les cochons. Les villageois veulent témoigner de leur fidélité à la famille. 700 cochons sont envoyés vers les cuisines. Les cadeaux seront consommés pendant la cérémonie. Une véritable fortune est engloutie dans les bambous, à l'étuvée. Les serviteurs se réunissent pour partager la viande. La défunte doit nourrir tout le monde. Le domestique est lié pour la vie à son maître. Une tradition plus qu'une obligation légale. De son côté, le maître est tenu au devoir d'assistance envers le domestique et sa famille. C'est le système de la famille étendue. Une quinzaine de cuisines sont installées autour du village temporaire. Des centaines de femmes sont venues des alentours prêter main forte à la famille. Elles seront payées en viande de buffle après le partage, à moins qu'elles ne préfèrent demander le même service au village lors de la prochaine cérémonie. Chaque funéraille importante est l'occasion pour les familles de se retrouver presque au complet. Bon nombre de Toraja se sont expatriés vers Java pour trouver du travail. Mabadong permet de renouer les liens. Dans chaque bungalow, les grandes familles recréent pour un temps leur univers quotidien. À la nuit tombée, Ketekesu s'emplit d'une ferveur religieuse toute particulière. Une nouvelle ville s'est créée autour du vieux village. Dans le village improvisé, la vie nocturne se reconstitue. Les jeunes Toraja font connaissance et s'organisent jeux et distractions. Les funérailles sont aussi un moment privilégié pour les rencontres amicales ou amoureuses. Le conseil de famille se réunit autour de Andy et de sa tante. Après quelques discussions, il est convenu que les offrandes seront limitées à 12 buffles. Cette disposition arrange toute la famille, qui s'inquiète déjà des dépenses engagées. Sera-t-il possible de rendre ces cadeaux à l'occasion de prochaines funérailles? Les cadeaux continuent d'affluer, portés par autant de cortèges. Les dernières familles se joignent à la cérémonie. Il arrive que certains clans ne puissent pas souscrire à la tradition des cadeaux. Ce serait la honte et la déchéance pour le clan. Volontairement ou non, quelques individus rompent la chaîne de solidarité et les familles se retrouvent sans moyens. Une catastrophe pour tous.
Les ancêtres sont prêts à accueillir la nouvelle venue lorsque le cérémonial sera achevé. Un premier buffle albinos est sacrifié. C'est le moment capital de la cérémonie. Il est suivi immédiatement d'une demi-douzaine d'autres buffles. La foule hurle d'excitation à chaque fois qu'un couteau s'abat sur les paisibles victimes. Les vieux du village font leur compte. Les 12 buffles sont abattus. Mais un 13e buffle est offert à la grand-mère. Puis un 14e. Indy, comme sa tante, ne souhaite pas se limiter aux 12 buffles convenus. Ils offrent maintenant les buffles apportés par les invités. Au 24e buffle, le village est en émoi car la famille présente un autre buffle. « 31 buffles sont partis vers la terre des ancêtres lorsque les vieux décident d'arrêter le massacre. Le sacrifice est terminé. La cérémonie accomplie. Andy et sa tante se partageront l'héritage d'une manière équitable. L'instant le plus attendu est le partage. Toute la viande doit être distribuée aux participants et au village qu'ils représentent. Dans cette contrée où l'on mange de la viande rarement plus d'une fois par semaine, 20 tonnes sont réparties entre les villages en une seule journée. La redistribution de la fortune des nobles est un facteur essentiel d'équilibre pour toute la région. Les bêtes abattues sont minutieusement découpées. Le maître de cérémonie a déjà attribué à chaque participant la part de buffle qui lui revient. La distribution ne laisse rien au hasard. Les familles sont appelées une par une pour enlever la part de buffle qui leur revient. Chaque morceau a une signification particulière pour celui qui le reçoit. Les nobles reçoivent les têtes, les plus humbles se contentent des bas morceaux. Quelques discussions surviennent parfois, car le prestige de chacun est en jeu. D'une manière discrète, toute une hiérarchie peut être modifiée avec l'importance de la part donnée à tel ou tel voisin. Le cercueil est redescendu du lac Yann pour être emmené vers sa dernière demeure. Dans le village temporaire devenu trop grand, seul reste le clan et les proches qui doivent parachever la cérémonie. Les morts au balcon règnent toujours sur leur village. Pour combien de temps encore? Les fortunes dépensées ne sont pas intarissables. Les jeunes auront-ils envie d'entrer dans le cercle de ceux qui pleurent? Une fois encore, la juxtaposition entre deux croyances étonne. Pour l'instant, l'Assemblée se recueille pour rendre un dernier hommage à la défunte. Le pasteur bénit cette cérémonie résolument païenne. Mais a-t-il le choix? Sitôt contenté le ciel des chrétiens, le Pouya des Toraja reprend sa place. Mabadong est chanté une dernière fois.
Andy et sa famille peuvent être satisfaits. La célébration est un succès. La tradition a, une fois encore, été respectée. Mais comment la famille remboursera-t-elle? Avec des cadeaux qui seraient encore dus? Probablement pas. Avec l'héritage de l'aïeul? Il n'y suffira pas. Et l'on ne vend pas ces rizières. En empruntant à une banque, certains se sont endettés pour 30 ans. Le mystère reste entier. L'équivalent de 4 millions de francs ont été dépensés. Mais l'âme de la grand-mère peut reposer en paix.